J'ai une love room à Saint-Brieuc. Celle-là, c'est très drôle. C'est un projet que j'ai porté et j'ai eu l'occasion de la vendre avant même de l'exploiter. Et là, sur de la love room, tu as plus de 14% qui veulent faire de la rentabilité. Et ben, généralement, ceux-là vont plus te parler d'expérience client plutôt que de locataire. Et donc, généralement, ils vont te demander d'en faire un peu plus, quitte à dépenser des options un peu sympas de décoration. Mon père est peintre, il peut venir en faire au milieu, c'est pas possible parce que tout est timé. Et en fait, si on est tributaire de quelqu'un d'autre, ben en fait, tu peux plus atteindre l'objectif qu'on s'est promis. Quand je suis arrivé dans l'immobilier, on m'a dit, tu verras, il y a que des requins. Ça, c'est bien le premier avis des gens qui connaissent pas l'immobilier. Il y a que des requins, ils vont tous vouloir te plumer. Ben moi, je vois que des dauphins dans nos réunions. Hein. C'est que des gens sympas. Avant que de toute manière on fasse quoi que ce soit, on prend toujours les maîtrises de l'appartement, on le monte en 3 dimensions et on fait toute la décoration avec des images photoréalistes. Ceux qui font tout, tu ne fais plus rien à mon sens. Et tu viens flouer à un moment donné ton client parce que tu as tellement un conflit d'intérêt à lui prendre ta commission de chasseur, tes travaux, derrière tu as la gestion, que finalement tu es expert dans rien. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle chronique IMO. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer le sujet des investissements locatifs clés en main. C'est quelque chose qui m'a souvent traversé l'esprit à titre personnel, mais je n'ai jamais passé le pas. Cela dit, j'ai vu des projets se réaliser autour de moi, dans mon réseau d'investisseurs. Dans l'inconscient collectif, on pourrait croire que si le projet est déjà monté et que le travail est déjà mâché, alors forcément la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Donc en quête de réponse et de découverte, je te propose d'écouter un expert du clé en main, puisque j'ai invité le fondateur de Mathieu de Rent, à savoir Mathieu Gillette, au micro du podcast. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va plutôt pas mal hein, sur une fin de journée. Ouais, merci de prendre le temps. Ben écoute, non, c'est avec plaisir. J'ai apprécié ton podcast, donc je suis très fier de pouvoir y participer ce soir. Écoute, moi j'avoue que c'est un sujet qui me semble important. On en entend de plus en plus parler. Je pense que t'as pas l'air d'être le seul sur cette thématique en France, mais j'ai l'impression justement qu'il y a tout un tas de boîtes qui se sont montées sur les dernières années. Et justement, par rapport à cette histoire de fondation d'entreprise et cette niche que tu as choisie, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en détail et nous expliquer ce que tu fais exactement avec Mathieu de Rent? Oui, complètement. Alors moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Gillette, j'ai 35 ans. J'étais un peu à la croisée des chemins. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans à la direction d'entreprise dans le bâtiment. J'ai Ouais. rénové mon premier immeuble avec ma première union, avec la personne à qui j'ai eu un enfant. Et puis, finalement, je voyais l'investissement un peu simplement comme une manière de m'enrichir, un autre pilier d'enrichissement. Et dans le domaine du bâtiment, je ne travaillais pas du tout avec des investisseurs. Je me disais que l'investissement était Mhm. compliqué, il voulait tout le temps le meilleur prix. Donc, c'était vraiment pas quelque chose sur lequel on était orienté. Moi, je rénovais des maisons, on changeait des fenêtres, etc. Et très concrètement, c'est un changement de vie qui a fait que j'avais déjà, quelques dizaines d'appartements. Et finalement, je faisais du marchandage de biens à côté, mais principalement Ah, ok. sur de l'ARP, tu vois. Et c'est vraiment en ouvrant la porte un jour à un chasseur immobilier où là, cette personne m'a expliqué ce qu'il faisait. Très crédule, je ne comprenais pas. Il y avait des gens qui cherchaient à investir mais qui n'avaient pas le temps de le faire. Il y avait des gens qui avaient envie de faire des belles choses, mais toujours pareil, soit ils n'avaient pas la connaissance ni l'envie. Et Ouais. finalement, vraiment sur un malentendu, si on peut dire, j'ai redécouvert le monde de l'investissement. Je le faisais pour moi, mais je ne le faisais pas pour mes clients en tant que marchand, puisque je rénovais, mais Ouais. je ne meublais pas les biens, puisque généralement, je rénove des maisons. Alors maintenant, je fais des terrains, etc. Mais je rénovais des Mhm. appartements où finalement, c'était plus destiné à la résidence principale, donc des trucs. Alors, on fait toujours des choses très sympas chez Mathieu Dante, mais vraiment des choses avec des cuisines suréquipées, tu vois. Enfin, on jouait vraiment sur la qualité. On mettait que de la super marque. Et donc, tu meublais pas le bien, parce que finalement, tu savais que c'était Pas besoin, quoi. voilà, les gens allaient s'approprier de ta déco et allaient meubler. Ils avaient des fois leurs meubles. Et, euh, et moi, je le faisais pour moi, je fais que du meublé. Et donc, finalement, ce Ouais. chasseur m'a dit, est-ce que tu peux me faire aussi beau, mais un peu moins cher? Donc c'est parti de ce postulat-là, vraiment. D'accord. Voilà comment a commencé Mathieu Dorante il y a 3 ans. Quoi. Du coup, Mathieu, je vais te demander s'il te plaît de poser ta main sur le livre sacré de Chronique Imo et de dire je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Les gens ont pas la vidéo, mais tu l'as vraiment fait comme si c'était solennel, c'était Ah magnifique. oui, tu m'as demandé, fallait qu'il y ait un peu de bruit quand même. C'est clair. Donc, on peut dire que tu étais déjà un investisseur accompli avant de te lancer dans cette société, dans cette création d'actifs. Oui, je le faisais pour moi et je le fais encore comme si c'était pour moi. Mathieu Dorante, c'est vraiment ça, si tu veux.
Ça me permet de faire un peu la transition. Parfait. Mathieu Dorante, Qu'est-ce que c'est Mathieu Dorante? Allez, dis-nous tout. qu'est-ce que c'est Mathieu Dorante? Ben, finalement, c'est assez simple. Mathieu Dorante, c'est une entreprise qui fait des travaux clés en main, mais c'est surtout et avant tout, bah, c'est un peu un rêve de gosse. Je construis des maisons tous les jours. Je mets les meubles qui me plaisent, je fais la déco qui me plaît. Alors évidemment, le client, il a des choix, hein. Je n'impose pas tous mes choix, je te rassure. Mais c'est déjà un rêve de gosse, c'est une soif d'entreprendre parce que j'ai toujours eu. Et bah, surtout de bosser avec des gens que j'apprécie. On a une manière très particulière chez nous, on se développe avec sous forme comme une licence de marque, si tu veux. On a des co-associés, des cofondateurs. Et donc finalement, ce qui nourrit ça, c'est vraiment bah, de l'expertise, du savoir-faire. Alors ça, c'est un peu le truc cheap qu'on peut toujours entendre. Tout le monde a du savoir-faire et de l'expertise, mais si tu veux, tous mes cofondateurs sont associés dans l'entreprise. Tous nos conducteurs de travaux et chargés de projet chez nous s'associent à terme et ont des parts sociales dans nos entreprises. Donc en fait, Ok. on fait comme pour nous. Et c'est souvent ça qui nous caractériserait. C'est que chez nous, alors c'est fait par des salariés et parfois aussi des sous-traitants, comme tu t'en doutes. Chez nous, on fait toujours, on essaye en tout cas de toujours faire bien. Il n'y a jamais une remise en fin de chantier pour te dire, bon, on a mal fait ça, donc on t'offre une remise. Non, non. Si on a mal fait quelque Ah ouais. chose, on va le refaire. Et l'idée, c'est vraiment que de Brest au Mans, à Niort, en passant par Rennes, par Saint-Brieuc, enfin tout le Grand Ouest où on est, tu aies la même qualité de pose, peu importe la ville où tu es. Ouais. Et ce qui est très important, étant donné qu'on est une entreprise générale du bâtiment, bah, on a notre propre assurance décennale. Parfois, on entend Yes. du clé en main. Tu as des boîtes qui font du clé en main, qui te trouvent le bien, qui te le rénovent, qui te le mettent en gestion. Mais nous, on fait que les travaux. On travaille après avec des partenaires qui sont des chasseurs immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine. Mais nous, on est intéressés finalement qu'à te vendre des travaux. Ouais, ouais. C'est génial, c'est une super transition que tu m'offres là parce que j'allais te demander si tu accompagnais aussi le client final, enfin le futur investisseur du coup, sur la partie financement, sur la partie chasse IMO, enfin comment ça fonctionne tout ça. Ça c'est externalisé et C'est ça complètement. Si tu veux, on travaille avec des partenaires. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que si j'en oublie un, après, ils pourront m'en vouloir. Mais on travaille avec des chasseurs de renta, des rentimo et surtout, et pas avec d'autres aussi, on fait très attention à qui on travaille, qui sont experts dans leur domaine. Nous, on se dit et je pense qu'on est expert dans notre domaine de travaux, mais je pense aussi que tu as des chasseurs immobiliers qui sont experts dans la possibilité de t'accompagner sur le financement, sur la meilleure stratégie d'investissement. Est-ce que je veux de l'ultra rentable et finalement l'emplacement passe après? Est-ce que je veux de l'ultra patrimonial et la rentabilité passe après? Nous, on n'en est pas capable et surtout, j'ai un point nommé à éviter d'être en conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est de te dire, achète forcément cet appartement qui est le moins cher ah oui, possible pour que je te vende le plus de travaux. Achète cet appartement parce qu'il est super rentable. Moi, finalement, le client qui soit en direct avec nous ou qu'il soit amené par un partenaire ou qu'on trouve le projet, puisqu'on visite aussi beaucoup de projets, tu t'en doutes, en direct, j'imagine. et on le met à disposition. Moi, je ne prends jamais parti, je dis simplement ce que je pense du bien, mais après, je laisse l'investisseur prendre sa propre décision. J'insiste toujours sur le fait, je gagne de l'argent sur les travaux. Donc, évidemment, je vous vends des travaux, mais je ne vends jamais des travaux qui sont superflus. Je fais toujours, encore une fois, comme ce que l'on fait toujours chez Mathieu Dorante. Si vous voulez le résultat qu'on vous propose sur nos sites web, ben voilà le coût de travaux, pas plus, pas moins. Après, est-ce qu'il y a un IUT à côté, etc. Bien sûr, on analyse aujourd'hui de plus en plus les choses, mais nous ne mettons pas ça en avant parce qu'on ne veut pas flouer le client et qu'à la fin, il puisse nous dire ben, j'ai un super appart, mais qui n'est pas du tout au bon endroit. Ça, c'est Ah pas oui. notre degré d'expertise. Et à partir de ce moment-là, ceux qui font tout, tu ne fais plus rien, à mon sens. Et tu viens flouer à un moment donné ton client parce que tu as tellement un conflit d'intérêt à lui prendre ta commission de chasseur, tes travaux, derrière, tu as la gestion, que finalement, bah, tu es expert dans rien. Et au final, tu as trois possibilités de décevoir plutôt que de bien faire. Donc, nous, vraiment, on ne fait que des travaux clés en main. C'est déjà très bien. Hein. On s'en plaint. Ah bah oui, oui, surtout enfin, je t'invite toi auditeur à aller sur le site ou même sur n'importe quel réseau social, tu risques de trouver Mathieu de Rent, donc Mathieu avec deux T, de Rent comme en anglais, et du coup tu verras que bah, les finitions c'est vraiment chouette. À mon avis, vous êtes niché au niveau des finitions un petit peu plus, c'est ça un peu
Effectivement, pour te présenter un peu la gamme, Hmm. d'ailleurs, il n'y a pas de gamme chez nous. C'est ça qui est intéressant. C'est que on fait finalement toujours la même chose de base, c'est-à-dire qu'on utilise systématiquement, par exemple, toujours le même appareillage électrique, toujours la même marque. Comme ça, le client, il n'a pas besoin de se poser la question. C'est toujours la même cuisine, mais tu peux la choisir en plusieurs coloris, blanche, noire ou bois, mais ça sera toujours la même qualité. On sera toujours sur du caisson 19 qui est prémonté. Dans la salle de bain, tu vas avoir des choix esthétiques, beige ou en marbre blanc ou en marbre noir, mais tu seras toujours sur un grès cérame 60-60 rectifié. Donc en soi, tu ne perdras jamais de qualité. Par contre, tu vas pouvoir un peu, comment on peut dire, sélectionner à la carte ton projet pour éviter d'avoir le même que le voisin. Euh, le parquet, pareil, c'est toujours du 12 mm, grand passage. On a deux choix de couleurs, mais tu le verras dans nos réalisations, c'est toujours le même. C'est un chêne naturel parce que c'est simplement à la mode aujourd'hui. Ça passe, si j'ai envie de dire, un peu partout et c'est chaleureux. Généralement, on va déconseiller des chênes blanchis, des chênes grisés. Alors, moi, je vous rappelle qu'on est dans le Grand Ouest, je suis en Bretagne. Yes. Il fait plusieurs fois beau et plusieurs fois pas beau dans la même journée. On dit on peut avoir les 4 saisons en une seule journée en Bretagne. Ouais. C'est pas une légende. Et si tu veux, vraiment par expérience, on essaye toujours de faire des choses hyper quali. On va toujours mettre les mêmes plaintes, etc. En fait, c'est dans les détails que. Moi, je crois que j'avais fait une formation à Nantes où je disais que le diable se cachait dans les détails. Et c'est vraiment vrai dans le bâtiment. En photo, tu peux te rendre compte que c'est très beau les appartements, c'est très sympa. Mais finalement, dans les points de détail, il y a des fois des choses qui sont très mal pensées dans l'investissement locatif. C'est pas une RP. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, comment je ferais pour y vivre. Il faut vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je dois apporter aux locataires. Et donc, si tu veux, toutes ces petites choses-là, bah, on vient les développer dans notre cahier des charges et puis au fur et à mesure des expériences. Et Hmm. effectivement, on a tendance à dire qu'on fait du bon standing. J'aime pas dire au standing parce que ça dépend qui nous écoute, mais du haut standing, ça peut être un parquet en chêne massif qui vaut 200 euros du mètre carré. Et comme de la mauvaise gamme, ça peut être du lino. Euh, Ouais, bien sûr. Nous, il y a des choses qu'on fait C'est jamais. intéressant ça. Ça peut être quoi par exemple? Tiens, est-ce que vous dérogez? Est-ce que vous faites des exceptions? Alors, il faut toujours une exception pour confirmer la règle, mais dans 99% des cas, on fait toujours la même chose. Et par exemple, je vais me refuser à mettre du lino. Nous, on ne sait pas faire. Une cigarette qui va tomber sur un lino, qui va brûler un lino, il faut changer tout. Pour de l'investissement locatif, où tu fais un crédit sur 20 ans aujourd'hui, c'est à peu près le taux moyen, je crois, hein, 20 ans, 25 ans. Ben, si je te fais quelque chose qui tient 2 ans, tu fais comment en Ouais. 2 ans? Tu refais un crédit? Donc, il y a aussi parfois des choses qu'on refuse. Il y a aussi, pour une question d'image, parfois on se permet de dire attention, ça risque de pas être très joli. Alors, pour cela, on fait des montages en 3D. Hein, donc, tous les appartements chez nous, avant que de toute manière on fasse quoi que ce soit, on prend toujours les métrés de l'appartement, on le monte en 3 dimensions et on fait toute la décoration avec des images photoréalistes. Et aujourd'hui, Dieu sait que ça, c'est très, très réaliste. Et on met toujours l'avant et finalement la photo 3D à côté. Donc, on vient rédiger tout le cahier des charges avec les choix qu'a fait le client. Et si tu veux, parfois, naturellement, on laisse aussi le client, parce qu'il ne faut pas brusquer nos clients hein, ou l'investisseur à dire, bon, ce que tu fais, c'est moche. Non, il faut simplement lui montrer que bah, parfois, il y a des couleurs un peu trop tranchées. Je vais penser à du rose ou des choses comme ça, un extrême, mais parfois un peu trop tranché, ben, il faut que ça plaise quand même au plus grand Ouais. nombre, tout en étant très cosy, très sympa. Donc parfois Ouais. volontairement, on fait quelque chose et on dit bon, en 3D, perso, on n'aime pas. Et ce qu'on s'est vu refuser aussi, c'est typiquement j'ai mon peintre, nous on sait pas faire ça. On peut laisser l'ameublement parce que ça, parfois, ben, l'ameublement, tu t'en doutes, on fait de la marge. Hein. Enfin, c'est logique, on est une entreprise. Parfois, les clients me disent bon, sur les meubles, je vais le faire moi-même, mais c'est quand même assez rare parce qu'ils se rendent compte que quand ils font le listing de tout ce qu'on propose, ils se rendent compte c'est vraiment pas grand-chose sur l'ameublement, la marge est assez faible. Et donc, en Ouais. fait, ils se disent bon, bah, pour 2000 balles, vas-y, je m'embête pas à venir, j'ai pas Ouais. envie. Donc, finalement, après analyse, ils le font pas. Et parfois, on a aussi ceux qui aiment bien bricoler veulent faire la démolition. Donc, vraiment, c'est les premières étapes et la dernière étape où là, on accepte et on déroge à la règle où on veut bien. Mais en soi, au milieu, par contre, c'est vraiment cette règle-là. On n'accepte pas un peintre. Mon père est peintre, il peut venir faire au milieu. C'est pas possible parce que tout est timé. Et en fait, si on est tributaire de quelqu'un d'autre, ben en fait, tu peux plus atteindre l'objectif qu'on s'est promis. Non, non, ça coule de source. Ouais, merci
pour vraiment cet éclaircissement. Vraiment, je comprends mieux la façon dont vous avez en quelque sorte industrialisé vos process en interne, mais pour toujours faire quelque chose de à la carte au final C'est ça. et de un peu plus. Enfin, en tout cas, je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est ce que j'ai pu remarquer. Et non, c'est vrai que je pensais typiquement à quelqu'un qui dirait, bah, par exemple, moi le parquet, ça me va pas parce que j'ai peur, même si c'est un grand passage, que ça soit abîmé, le Mm. bois, etc. Je veux qu'on mette ce carrelage que j'ai vu à Casto, Brico, je sais pas quoi, machin truc. Est-ce que c'est possible? Bah, j'imagine qu'il y a il y a des choses qui rentrent pas du tout dans votre cahier des charges et d'autres où vous laissez de la flexibilité. C'est un peu Ouais, alors c'est vrai que au cas par cas, quoi. là-dessus, voilà, vraiment, nous, si tu veux, on fait des portes ouvertes tous les 3 mois sur pas mal de secteurs. L'avantage aussi, c'est que le parquet qu'on met, c'est vraiment un parquet que j'ai mis, je crois, j'ai 35 ans, donc le premier que j'ai fait, j'avais il y a 8 ans, tu vois, il y a 9 ans. Bah, c'est le même parquet que j'ai, et j'ai vraiment des bons retours. Et surtout, en faisant de nombreux chantiers, forcément, tu imagines bien qu'on a tout vécu, hein. Ouais, Donc, le dégât des eaux, là, c'est basique, hein, mais le dégât des eaux, la machine à laver qui dégorge et ça coule à travers les spots. J'ai encore la vision dans un immeuble que j'avais et que j'ai revendu depuis. Bah, le parquet, il a pas. Alors, il a un peu gondolé, forcément, tu vois, mais je ne l'ai pas changé parce que finalement, ouais. c'était très, très, très léger. Et j'ai pris la décision de ne pas le changer, c'était chez moi. Donc, si tu veux, bah, j'ai un retour d'expérience que je peux aussi expliquer à des clients. Écoutez, ce parquet-là, il est vraiment d'une certaine facture. Et si vous mettez autre chose, je ne peux pas vous le garantir. Et à partir du Hmm. moment où je ne peux pas te garantir quelque chose, je préfère pas y aller plutôt que de faire n'importe quoi juste pour avoir un chantier. Aujourd'hui, on doit faire à peu près, tu vois, 150 chantiers par an. Et sur Google, pour l'instant, on n'a pas un seul avis négatif. Alors, j'espère pas que quelqu'un va écouter ça et va se dire, tiens, je vais aller en mettre un. Mais on se bat, tu vois, pour que nos clients mettent des photos et tout. Et le gros avantage, c'est de dire, voilà, vous voyez cet appartement. Alors, nous, on a aussi des appartements que je montre très souvent à des clients. Ouais. Et quand je les emmène en vrai, je leur dis, voilà, moi, je suis en capacité de vous faire la même chose. Si par contre, vous me dites, je veux le parquet de chez Castorama, et j'ai rien contre Castorama, attention, hein, Oui, euh, oui. je veux la peinture de chez Brico Dépôt, et disons, je veux la robinetterie de chez Brico Dépôt, ce que je te déconseille. Ben, ok, mais ça va pas marcher en fait. Donc, tu n'auras pas du tout le même rendu potentiellement. Alors Ouais. qu'avec notre solution, généralement, si le produit est rentable au début, il est rentable avec notre tarif clé en main. Et au moins, tu n'as Ouais. pas de mauvaise surprise. Vouloir gratter, ce que j'appelle gratter, c'est tu peux économiser facilement sur un projet clé en main, je pense, 10 à 15% si tu fais toi-même. Tu connais des Ouais. tips. Je sais que tu partageais des tips, je t'écoutais la dernière fois dans un de tes Ouais. podcasts où il y a parfois des choses où on peut faire des économies, mais j'ai envie de dire que nos clients, c'est vraiment des gens qui soit veulent pas s'embêter, soit se sont déjà embêtés et savent la complexité que c'est d'avoir un plombier, un électricien, un peintre qui vient pas, et puis finalement, C'est du plein temps. La voilà, gestion c'est de du plein chantier, c'est du temps. plein temps. C'est aussi qui savent que d'aller soi-même chez. Alors, Brico Dépôt, je crois qu'ils ont fait évoluer leur possibilité de dessiner les cuisines. Maintenant, tu as dessiné en 3D, ça calcule à peu près automatiquement. Mais moi, je sais que pour en avoir fait, bah, il fallait aller dans le magasin. Alors voilà, il me faudra un casserolier. Après, tu as la fille qui te le dessine à la main. Et tu te rends compte que quand tu montes ta cuisine toi-même le dimanche, bah, il te manque toujours des charnières ou un truc. Mais mince, non, j'ai encore un truc. Donc, le lundi midi, pendant ta pause, si tu es salarié ou tu as une autre activité à côté, tu vas chercher ton truc, tu vois. Enfin, c'est toujours repoussé. Et moi, nos clients, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai aussi des clients qui, bah, ça y est, ils ont passé un cap, ils ont 10, 15 appartes et ils savent en fait que finalement, payer un service, bah, ils peuvent allouer leur temps à quelque chose d'autre, tu vois. C'est vraiment moi, c'est ce que j'allais mettre en avant. À mon avis, ce qui coûte le plus cher, c'est le temps aujourd'hui. Donc, si on réussit à trouver un partenaire qui est capable de tout condenser et de s'occuper de tout, Ouais, et puis why not, quoi. il y a vraiment un terme qui dit que, je ne sais plus comment ça se dit, mais il faut mieux payer cher un expert que payer pas cher Ah oui. j'ai plus le terme, mais Ouais, c'est une fois, payer une fois pas cher, c'est le payer deux fois ou ouais, quelque c'est chose ça, comme ça, ou voilà, trois tu fois. vois, faut se rendre compte. Moi, j'ai mon voisin dans l'immeuble où j'habite. euh, Sa femme est avocat, tu vois, ça me vient à l'esprit. Il a fait faire une salle de bain, un peu comme ça. Il a trouvé un artisan, tu vois. Et Hmm. il m'a pas demandé parce que moi, je travaille pas avec mes voisins comme ça. Je m'entends bien avec eux et je suis tranquille, tu vois. Et là, je suis redescendu, tu vois. Il m'a appelé en catastrophe. Donc, il a tout fait arracher parce que bon, c'était mal fait, vraiment. Bah, il a acheté son carrelage qu'il a rejeté.
Donc, il était tout neuf, il a tout jeté. Si tu as un dégât des eaux, c'était un plancher bois, il aurait pu avoir des problèmes avec la voisine en dessous. Et donc, c'est Ouais. vraiment ça. Dans le bâtiment, tu vas acheter tes matériaux, tu vas faire poser par un fournisseur. S'il fait mal, il faut tout recasser pour tout reprendre, tu vois. Donc là, ça peut vraiment être très, très problématique. D'autant plus qu'aujourd'hui en France, un petit artisan, s'il n'est pas forcément sur Internet, etc., tu n'as aucun moyen de pression. S'il vient pas, il vient pas. Nico, l'investisseur, qui est quelqu'un qui fait de la formation, il est assez connu sur les réseaux. Lui, il a eu le premier chantier qu'il fait à Brest. Il donne un acompte, le mec est parti avec. Et il n'a jamais retouché ses sous. Le mec n'était pas assuré. Il était déjà habitué. Il avait monté la société au nom de sa femme. Bon, voilà, tu as tout perdu, quoi, tu vois. Enfin, Ah ouais. et imagine si c'est la première fois que tu investis. Alors, c'est sûr, la première fois, tu te dis, il faut pas que je paye trop cher parce qu'il faut que je fasse du cash flow, il faut que ça soit rentable. Si je me trompe la première fois, mon banquier, après, il va pas me faire confiance. Sauf qu'en fait, si tu as un appartement qui est pendant 2 ans en travaux, tu as plus d'argent sur ton crédit et tu as que des malfaçons et que tu n'y connais rien en plus, là, tu signes ton arrêt de mort. Tu vas rembourser pendant 20 ans. Ouais. C'est 3 fois pire. Trois Ouais, fois voilà, pire. l'histoire est déjà finie, quoi. Donc voilà, en fait, nous, Ok. on dit vraiment de faire attention à ça. Et l'avantage aussi, c'est on chiffre en 5 minutes, 10 minutes un appartement. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, si le bien est rentable, il est rentable avec nos travaux. S'il ne l'est pas, c'est peut-être qu'il est déjà trop cher ou tout simplement Hmm. pas rentable. Tu as des biens qui ne sont pas. T'as pas assez de fenêtres, la pièce de vie est 10 fois trop grande et tu peux pas faire assez de chambres. T'as tellement de possibilités que ça soit pas rentable que finalement, faut mieux passer son chemin plutôt que Ouais. de s'évertuer à se dire que c'est ce bon-là et je vais aller économiser sur les travaux. Bon, c'est facile en tant que vendeur de travaux de dire ça comme ça, hein. Je prêche pour ma paroisse, mais voilà, c'est un ensemble, l'investissement. Ok. Je voulais te poser une question un peu plus par rapport à toi, du coup, parce que pour revenir un petit peu sur ton histoire, toi, tu étais déjà dans les travaux à titre professionnel, enfin, tu étais salarié dans une boîte qui faisait des travaux, c'est ça? Tu faisais du suivi de chantier. Et Oui, du c'est coup, ça, maintenant ouais. que tu es chef d'entreprise et que tu gères une équipe tu gères combien de personnes et tu as dit tout à l'heure, tu as parlé en termes de métriques, tu as parlé de 150 chantiers. Donc j'imagine juste le nombre de personnes que tu. Ouais, nous aujourd'hui, avec les cofondateurs et donc les chargés de projet et puis les salariés, on est une petite quarantaine de personnes. Moi, je voulais savoir, c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères en fait dans ton métier, la façon dont tu l'as fait évoluer depuis son début à maintenant. C'est quoi ta zone de génie? Je pense que notre zone, alors on en a eu plusieurs, sans vouloir être orgueilleux ou prétentieux. La première zone de génie qu'on a eue, c'était la décoration. C'est sûr que ça nous a fait l'image de marque. Mathieu Dorante, on a plusieurs signatures. On a ce qu'on appelle la peinture 3D. Là, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site parce que c'est très sympa. C'est vraiment ça permet, si tu veux, de faire une zone d'une couleur avec le plafond et puis deux murs qui se reprennent. Finalement, une zone dans la zone. Souvent, je joue ça avec le coin salon, le coin cuisine. Tu le verras sur le site si tu regardes. Mais ça permet d'avoir un coin salon et un coin cuisine dans la même pièce et sans avoir ces cloisons qu'on faisait il y a Ouais, je vois ce que encore tu 20 ou veux dire. 30 ans. Tu Tu vois. parles bien de ce qui est délimité par une peinture en fait, pour un changement de couleur, c'est ça? C'est ça. Après, évidemment, on en a quelques-uns qui ont essayé de reprendre l'idée. Donc, à chaque fois, maintenant, on a des murs de cadre, on a des 3D en litho. Si tu veux, on fait des habillages de tête de lit en claire-voie, des choses comme ça. Mais après, et puis façon, notre déco, ça a toujours été ça. Moi, les plaintes, ça a toujours été une pose qu'on appelle à l'anglaise. Les plaintes sont blanches chez nous. C'est un point de détail pour plein de gens, ils s'en rendent pas compte. Mais si tu mets la plainte blanche comme ton mur, généralement, ça va tendre à donner une impression de plus grande hauteur sous plafond. À l'époque du baron Haussmann, c'était Ouais. 3,50 m la norme. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, où on est dans une période compliquée sur l'énergie, ça tendrait plutôt même à tomber à 2,40, 2,30 parce que faut Ouais. réduire le volume chauffé. Donc, c'est des petites astuces comme ça. Donc, vraiment, notre zone de génie, ça a été ça au début, mais ça ne fait pas tout. Tu vois, tu peux avoir un beau carrosse au début et après, ça ne tient pas dans le temps. Et donc, ce qu'il y a eu après, c'est vraiment les process. Aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille, sans rentrer dans beaucoup de détails, parce qu'aujourd'hui, le client ne le voit pas. On a créé un logiciel en interne qui à la base, était fait pour chiffrer rapidement. On était au tout début sur un marché où c'était pas trop cher l'immobilier, il y a encore 2-3 ans, notamment sur des petites villes de 50 000 habitants. Je vais citer, moi, je suis de Saint-Brieuc, donc c'est dans les Côtes d'Armor, dans le 22.
mais tu as des villes comme Niort, comme Fougères dans le Grand Ouest, mais d'autres villes qui ont été très connues comme Clermont-Ferrand, par exemple. Je sais que pour les Lyonnais, Clermont-Ferrand, à un moment donné, tout le monde allait là-bas, moins de 1 000 euros le mètre carré. Et si tu veux, on était vraiment dans une période où c'était pas cher l'immobilier, il fallait chiffrer ultra rapidement. Sauf que comment tu chiffres un appartement ultra rapidement? Alors, je ne vais pas tout te dire parce que Ouais. sinon on pourrait nous copier, mais on a créé une solution, une suite de logiciels. Donc, c'est vraiment un logiciel qui nous appartient. On ne loue pas de logiciel qui chiffre en. Moi, je t'accompagne avec une tablette tactile aujourd'hui sur n'importe quel appartement en France. Je te le chiffre en moins de 10 minutes. TTC livré, ameublé. 30 secondes après, en ayant pris tes coordonnées, je te crée un devis ultra détaillé que tu peux apporter à ton banquier. Tu vois, donc ça, c'était vraiment le postulat de départ. Et aujourd'hui, on est arrivé avec des automatismes au point où on peut scanner des sites internet pour savoir si un bien est rentable à l'avance sans voir forcément la projection en vrai. Donc, est-ce qu'il y a assez de fenêtres, etc. Là, c'est que des mathématiques. Jusqu'à te faire les devis, les factures, les cahiers des charges, nos commandes en interne, des automatisations de commandes. Moi, très concrètement, je peux te dire au mètre carré ou au mètre linéaire de plainte combien tu as besoin de silicone acrylique avant la peinture. Donc, on a automatisé toute cette partie-là. Et clairement, aujourd'hui, on fait des belles choses, mais on peut faire 150 appartements parce qu'on a un process de travail et une rigueur de travail qui fait que dans 95% des cas, ça se passe bien. Et dans les 5 autres pourcents restants, on refera systématiquement si on voit un point de détail, puisque nos clients, la seule chose qu'on leur demande de faire à minima dans le clé en main, c'est de venir dormir chez eux à la fin. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire parce que je ne peux pas dormir dans 150 appartements par an. Nos collaborateurs non plus. Donc, en fait, c'est assez drôle. On a des checklists, tu vois, etc., de finition. Et la seule chose qu'on demande, c'est venez passer un week-end chez vous. Ou à minima, j'ai eu les beaux-parents d'investisseurs. Ils sont en Asie. Ils me disent, là, ça va être vraiment compliqué de venir dormir. Moi, je leur dis, le seul juge de paix, c'est vous-même. Nous, on a une checklist, c'est fait. Et tu vois, on s'est rendu compte, mais c'était vraiment une petite bêtise. Je ne sais plus ce qu'il y avait, un bureau à revisser, tu vois, ou un truc comme ça. Et parfois, des choses, une machine à laver, par exemple, qui n'avait pas été, les vis à l'arrière n'avaient pas été tirées sur le tambour. Donc, on leur dit toujours, venez laver quelques affaires. Essayez tout ça parce que, en soi, tout le monde pourra dire, nous, on essaye tout, on est les meilleurs. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu as une checklist de 200 points à vérifier avant une livraison, il y a toujours un petit truc qui manque. Et donc, finalement, on revient juste derrière, on retouche encore une dernière fois les petites choses. Et là, vraiment, on fait le PV de réception. Yes, le PV de réception. Ah ouais, on sent bien le vocabulaire professionnel, du coup, qui change de ma façon de faire, mais je pense que les auditeurs savent très bien que je cherche aussi à avoir des informations parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué et que justement, je suis typiquement le genre de gars qui arrive en fin de chantier et il lui manque une cartouche de silicone. Donc, il faut donc, une demi-heure de route aller et une demi-heure retour juste pour une cartouche de silicone et un peu de produit pour nettoyer les vitres, c'est moi, quoi. Donc, ouais, je vois bien la façon de faire et effectivement, ouais, venir dormir une soirée, enfin venir un week-end dans son appartement, même si c'est pour du locatif, ça permet peut-être de lever les options. Je sais pas comment on dit, Lever les réserves, ouais. lever les réserves, ouais, c'est ça. Et surtout, c'est obligatoire. Il faut savoir que si tu n'as pas de PV de réception de chantier, tu n'as pas livré ton chantier. Donc, tu n'es pas assuré par la décennale de ton artisan. D'accord, ok. Voilà. Merci pour tous les tips parce que je pense que ça apporte beaucoup de valeur pour le petit investisseur comme moi, petit investisseur lambda qui fait son beurre mais qui a peut-être aussi envie de grossir et de déléguer certaines parties de ses investissements. Est-ce que vous gérez, ou ça aussi c'est externalisé, la location des apparts derrière? Est-ce que vous avez un partenaire pour ça? Pour le moment, non. Il y a un gros truc dans les tuyaux. Je ne peux pas tout te dire, mais ça sera de toute manière pas sous la marque Mathieu Dorante, ça c'est sûr. Parce que comme je te l'ai dit, Mathieu Dorante, ça fait des travaux clés en main. On veut vraiment être le spécialiste, on veut vraiment être le cuisine Schmitt des travaux d'investissement clés en main. Si. Je ne sais pas s'il y a le droit de citer on peut dire marques, aussi Xina, Schmitt, si on en dit deux, c'est plus de la pub. voilà, tu vois, moi je considère que vraiment il faut se spécialiser dans un seul domaine, pousser tout dans l'optimisation, tu vois. Mais par contre, on a une vraie demande là-dessus, donc on a une phase de test avec des partenaires qui font principalement de la chasse, parce que la gestion locative, c'est un vrai problème aujourd'hui.
Tu as des agences qui le font, mais ça te coûte une fortune. Et ils le font pas comme nous, les travaux, tu vois, on le fait toujours comme pour nous. La gestion locative, il faudrait qu'ils la fassent comme pour eux, J'imagine. tu vois. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas. Donc là, on a fait quelques tests et c'est plutôt cool. On a rempli un appartement en une semaine. C'est super bien passé. Le client était très content. Donc c'est effectivement dans les tuyaux. Ça veut dire que typiquement un investisseur avec vous, il peut vous rencontrer pour valider le projet et après plus jamais vous revoir. Au final, si jamais ce deal se fait, il pourrait même recevoir ses premiers loyers sans jamais avoir. Enfin si, typiquement il aurait dormi un week-end chez lui, mais après. Nous, le meilleur exemple, c'est ses clients en Asie. On a également Julien, je ne vais pas donner son nom, mais il habite à Londres. Je crois il bossait pour de la VOD ultra connue avec un grand N rouge. Il est venu une fois à la livraison, c'est tout. Et je crois qu'après, avec le partenaire, ils ont fait la mise en location et je ne le Ouais. vois pas venir tous les jours de Londres, hein. Non, il y a des solutions. Après, c'est simplement de trouver des. Enfin, je pense qu'il faut travailler avec des gens que tu apprécies déjà et trouver des gens sérieux, quoi. C'est vraiment Ouais, ouais. le plus dur. Bonjour. On sera obligé de couper. Non, C'est non, ma c'est femme pas qui grave, rentre c'est dans pas mon grave. bureau. C'est. Alors, on n'est peut-être pas obligé de couper parce que c'est vraiment la décoratrice d'intérieur chez nous. Et en fait, quand tu bosses avec nous, tu passes à peu près 1 heure avec elle. Elle est dans les groupes d'échange, etc. Parce qu'en fait, elle te conseille dans la déco. Donc parfois, elle est connue, Génial. je pense, de certains clients, puisque elle bosse avec Super. nous là-dessus. J'aime beaucoup le côté très humain et très euh, facile d'accès de votre façon de bosser. Enfin, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans les échanges. On essaye. Est-ce que effectivement. tu peux nous décrire un exemple d'investissement d'un client qui a réalisé chez vous un clé en main dernièrement et pour lequel ça reste très rentable au final? Parce que moi, ce que j'essaie aussi de savoir et de comprendre en termes de chiffres mathématiques, c'est euh, comment un client qui ne fait rien, qui investit juste son argent ou l'argent de la banque, comment il fait pour rester rentable à un moment donné. Tandis que moi, j'essaye de me faire closer en quelque sorte en discutant avec toi parce que la réalité c'est que moi aujourd'hui un deal où je fais pas mes 10-11 points, bah j'y vais pas quoi. Donc je cherche aussi à Ouais, me dire complètement. mais ok c'est quoi le modèle. J'ai compris quel est le client, l'avatar client de Mathieu Derent. Et maintenant je me dis tiens comment vous arrivez à rester Hmm. rentable avec tout ça. Alors, tu vois, ça, je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais j'ai ouvert notre Yes. application, notre logiciel, et je suis en train de te prendre vraiment plusieurs modèles, et je vais vraiment te donner Mhm. des vrais chiffres pour le coup. Je vais essayer de te montrer un maximum de Trop cool. choses un peu différentes, parce que si je te sors que un type d'investissement, tu vas dire, ouais, vous faites toujours la même chose. Donc, et en plus, il y en a qui ont des histoires un peu drôles. Je vais les appeler par prénom, et comme ça, ce serait drôle s'ils se reconnaissent un jour. On a Antoine à Brest. Juste que je clique là-dessus, je crois que ce qu'on appelle le pré-chiffrage, chez nous. Donc, en fait, si tu veux, c'est vraiment le premier point de détail. Antoine, il a dû acheter un appart dans les 70 000 euros. Je te cherche juste le devis. Donc, c'est un appartement en colocation sur Brest. Donc, tu vois, je me donne déjà un peu. Je crois que c'est un peu plus que ça. Il a dû le payer 120. Je ne réussis pas à trouver le lien sur le logiciel. Hop, voilà, ça y est, j'ai trouvé le devis. Donc, il a payé chez nous très précisément 58 000 euros 386 de travaux, tout compris avec l'ameublement, etc. C'est une colocation 4 chambres avec un salon plutôt sympa, etc. Et il était à plus de 11% de rentabilité. Ça a été fait Ah ouais. avec des chasseurs immobiliers qui sont spécialisés là-bas. Ensuite, un tout autre exemple, j'ai Yann à Saint-Brieuc. Il a acheté une maison. Alors, je la connais très bien puisque je m'étais positionné dessus, moi de mon côté, et la négo n'est pas allée aussi loin que je voulais. Donc, je l'ai donné à Yann, c'est un ami maintenant. Il fait partie d'une foncière qu'on a montée aussi, mais ça, c'est notre histoire. Donc, il l'a acheté 108 000 euros, la maison. C'est à Saint-Brieuc. Elle faisait 180 mètres carrés. Et en réalité, tu avais un garage et tu avais un comble à aménager. Donc, en réalité, elle faisait 70 mètres carrés, tu vois, de surface sur le premier niveau, parce que nous, en Bretagne, on a beaucoup de garages en rez-de-chaussée. Euh, et à côté, il y avait une petite maison à coller de 60 mètres carrés qui avait ce qu'on appelle la mérule, donc il y avait du champignon dedans, etc.
Et donc, il a acheté, je pense, acte en main dans les 112 000. Il a revendu la maison 34 000 euros, la petite maison à côté. Parce que si tu veux, on l'avait conseillé sur le fait que ça coûtait trop cher à rénover. Il fallait mieux la vendre à pas trop cher et puis encaisser. Donc, il a fait une SCI. Il a décalé son financement. Il a reporté son financement de 2 ans. Là, on a fini son projet. Là, on était à monter les meubles dernièrement. Et il a fait une maison en co-living. Et on lui a coûté précisément, tu vois, je vais à chaque fois chercher le Ah devis non, c'est génial. dans le C'est logiciel. hyper intéressant. Il a payé chez nous précisément 147 686 euros pour faire 8 chambres. Et la rentabilité est juste dingue. Il loue 330 la chambre. Je crois que l'autre jour, en plaisantant avec lui, en retirant la maison qu'il avait vendue, ça lui faisait un 12%, quoi, tu vois. Donc là, par contre, tu vois, tu es sur un co-living, donc 8 chambres. Il faut aussi le gérer, par contre. Et ça, Ouais, typiquement, les 2 premiers projets que je viens de te montrer, bah, volontairement, tu peux encore espérer du 10, plus de 10%, parce que les investisseurs, dès qu'il y a 2 chiffres, on se dit, bon, c'est rentable. Mais c'est pas forcément. Lui, il a 8 chambres, il va faire la rentrée scolaire, ça va être un vrai travail, quoi, tu vois. Il va le faire avec sa femme, etc. Mais par contre, c'est rentable. ouais. A contrario, tu vois, là, alors toujours pareil à Saint-Brieuc. Alors là, évidemment, je suis connecté sur le secteur de Saint-Brieuc, donc je vais vous sortir pas mal de Saint-Brieuc, mais les chiffres sont sensiblement les mêmes. Je pourrais même après te donner quelques idées sur d'autres villes. Là, on a un monsieur qui habite à La Réunion. Il a acheté un immeuble, 5 appartements. Il a acheté 180 000 euros. Nous, on y fait 50 000 euros de travaux sur 3 appartements. Un, on rafraîchit, 2 autres qu'on rénove de fond en comble. Et il va l'utiliser en Airbnb parce qu'en fait, il est juste devant un EHPAD. Donc, c'est déjà un immeuble existant, déjà les compteurs existants, tu vois. Pas très bien acheté. Moi, je m'étais permis de lui dire, mais écoute, il nous apportait le bien, hein. Nous, on faisait que chiffrer. C'est un gendarme, il s'appelle Sylvain, si tu le connais, il est hyper sympa et c'est un chantier qui est en cours, hein. Là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que tu es plus sur un 8,5-9%. Par contre, tu es plutôt bien placé. C'était un immeuble il y avait déjà 2 appartements de louer dedans. Et si tu veux, c'était vraiment l'occasion. Il voulait plus un investissement patrimonial. Par contre, Ouais. il va le mettre avec un concierge. Il va jamais venir. Moi, Sylvain, je ne l'ai jamais vu. Et j'espère un jour le croiser. Mais jusqu'à la livraison, il ne sera pas là, quoi, tu vois. Tout est fait à distance. Donc, c'est un peu moins rentable. Mais il va y passer beaucoup moins de temps aussi. Donc, c'est vraiment en fonction de l'investissement et du temps que tu alloues, où finalement, tu peux plus ou moins avoir du cash. Et là, j'ai 2 choses qui sont assez drôles. J'ai une love room à Saint-Brieuc. Alors, celle-là, c'est très drôle. C'est un projet que j'ai porté et j'ai eu l'occasion de la vendre avant même de l'exploiter. Donc, J'ai cru que tu allais dire, j'ai eu l'occasion de la tester. alors, ça, faut pas le dire à Simon, mais bon, étant donné que c'est dans ma ville et que potentiellement j'ai tout le reste de l'immeuble, si tu veux, là, ça répond un peu à ce que je disais tout à l'heure. Là, pour vous fixer un peu l'idée, on avait un plateau de 90 mètres carrés qui doit faire pas loin de 17 mètres de long par 5 ou 6, c'était pas très large. Et on avait une fenêtre sur la rue, en premier étage à Saint-Brieuc, dans une petite rue. Je peux t'assurer que tu n'as pas beaucoup de luminosité. D'accord. Au moment où j'achète cet immeuble, il y a plus de 500 mètres carrés, hein. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire au rez-de-chaussée? Il y avait un garage, très bien. Premier étage, je me dis, mais je ne vais pas faire un studio de 90 mètres carrés. Je ne vais jamais être rentable. Personne ne voudra y vivre. Ça va être une grotte finalement. Et finalement, quand tu n'as pas vraiment d'autres solutions, pourquoi pas prendre un parti pris? Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais faire une love room. Alors, il y en a plein qui font des love rooms en ce moment. Je l'ai fait à ma sauce. Je ne vais pas tout dire en termes d'idées parce qu'on pourrait me les voler, mais il y a vraiment des choses très, très drôles. Et donc, je suis parti à fond dedans. Et en parlant lors d'un séminaire, je parle à un client. Il me dit, mais tu veux pas, j'aimerais avoir ça, tu veux pas me la vendre? Je lui dis, je te préviens, je vais pas te l'offrir, mais pourquoi pas, quoi. Je dis, si on s'entend sur un prix, on s'est entendu sur un prix, mais surtout sur ce que je lui laissais en rentabilité. Tu vois? Ok. Et là, sur de la Love Room, tu es à plus de 14%. Mais par contre, il a mis plus de 200 000 euros sur la table quand même, avec quand même un bien qui ne va servir qu'à ça. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus risqué aussi.
Donc là, par contre, c'est 14% net géré, hein, avec des charges d'énergie très fortes parce qu'un jacuzzi, ça consomme beaucoup d'électricité. Euh, donc, tu prends un risque, donc tu vas chercher plus de rentabilité. Par contre, Bien tu sûr. prends le risque aussi que ça se loue pas, tu vois. Alors, il n'y en a pas sur la ville. On a, bon, je peux te donner quelques petites choses. Le jacuzzi, c'est de la super cam. La salle de bain est entièrement en marbre. On a fait, on a fait des aménagements qui font que tu n'es pas obligé d'être dans une love room hyper sexualisée. Tu peux aussi être Ok. dans simplement un endroit très sympa. Il y a une buanderie spécifiquement réservée à la femme de ménage avec des frigos, des lave-linges, deux lave-linges séchants pour pouvoir tourner, faire une cadence, éviter d'aller en laverie, etc. Tu as une cuisine qui est très sympa mais qui est fermée. On met de la literie. Alors là, je ne donnerai pas la marque. C'est de la literie d'une qualité de très très haut standing qui vient d'une chaîne d'hôtels. En fait, tu peux acheter les lits d'hôtel, ça faut le savoir. Donc ça, vous pouvez regarder un peu sur Internet. Tu peux acheter le lit du Four Seasons. Je crois que le lit du Four Seasons, je crois que c'est 10 000 euros. Par contre, tu dors comme dans un nuage. Donc, si tu veux, on est vraiment parti sur une prestation très haut de gamme et pareil sur l'ameublement, pour le coup, c'est l'exception qui confirme la règle, tu vois. On va vraiment sortir de notre zone de confort pour faire un truc qui Ouais. détonne complètement et qui fonctionne. Donc du coup, ouais, donc vous avez aussi la partie, donc vous avez les appartements avec les finitions déjà rentrées dans votre logiciel de budget, donc du coup qui permet de sortir Oui. les devis en 10 minutes. Mais vous avez aussi la possibilité de travailler sur des projets un petit peu plus longués, un petit peu plus chiadés, comme ça, Voilà, différents. quand on a vraiment un investisseur qui est passionné pour le coup et qui nous dit qu'à un moment donné, il veut aussi se faire plaisir en faisant quelque chose de différent. Et c'est souvent lié aux personnes qui vont exploiter en Airbnb. Les personnes qui exploitent en Airbnb sont souvent, alors je ne veux pas faire une généralité, mais des investisseurs assez aguerris avec le temps, qui ont déjà eu de la location longue durée, qui ont coûté à la LCD et qui veulent faire de la rentabilité. Et bien généralement, ceux-là vont plus te parler d'expérience client plutôt que de locataire. Et donc, généralement, ils vont te demander d'en faire un peu plus, quitte à dépenser des options un peu sympas de décoration. Moi, je me souviens qu'on a une option où tu as 1000 euros de budget qui ne sont faits, alors c'est du prix coûtant, hein, qui ne sont faits que pour chiner des produits que tu nous demanderas. Tu veux faire quelque chose en Bretagne, alors c'est le stéréotype autour de une déco marine, je te déconseille, tout le monde a fait ça, mais tu veux un look industriel, on va aller chiner sur des sites web type eBay ou des choses, des brocantes, etc., pour que tu aies quelque chose d'unique. Ça, c'est un service qu'on a en option, tu vois. Parce que finalement, le client va toujours, enfin le client, nous, notre client, va toujours te parler d'expérience client et d'essayer de faire un appartement vraiment très marqué dans la décoration. Et pour le coup, bien là, tu sors des prérequis qu'on fait dans de la colocation, dans la location longue durée, où finalement, ben, là, l'investisseur est plus sûr de lui et il se dit si je me trompe, je me trompe. C'est pas grave. C'est ma décoration, je l'assumerai. Tu vois. Et donc là, ben, finalement, tu peux jouer un petit peu plus sur la déco. Et puis parfois, il y a des choses qui marchent et parfois, malheureusement, il y a des choses qui ne marchent pas. Ok, ça marche. Bah, merci pour ça. Je voulais, j'ai une question, mais du coup, je pense on va la zapper parce que dans tout ce que tu as donné, bah, tu y as un petit peu déjà répondu. C'était quel est votre secret ou plutôt le process, puisque c'est ça la réponse, hein, pour créer des Mais, projets rentables. En fait, vous, si j'ai bien compris, vous avez vraiment bossé votre process et ça vous permet aujourd'hui de sortir. À mon avis, vous gagnez un temps phénoménal, mais et ça vous permet à vous de gagner aussi de l'argent et, et sur le surtout, temps si passé, tu quoi. veux, effectivement, je pense qu'on y a déjà pas mal répondu, mais peut-être pour te le condenser ou te le résumer en peut-être aller 5 étapes, c'est que on va trouver le bien. On est vraiment des sociétés locales. Donc, on s'entend très bien avec les agents immobiliers, Hmm. sans parler de off, parce que le off, à mon sens, en 2022, n'existe quasiment plus. L'agent immobilier met un bien à vendre, il sait qu'il a déjà 20 acheteurs s'il est au prix. Donc, finalement, c'est plus compliqué qu'avant. Mais sur une période où le taux d'usure nous joue quand même beaucoup de tours, on a quand même pas mal d'agents immobiliers qui viennent nous voir. Donc, si tu Ouais. veux, en étant dans le tissu local, on trouve le bien généralement. On le partage avec notre réseau de partenaires, de chasseurs, etc. On va le chiffrer ultra rapidement. dix Ok. minutes de temps à ton devis. Une fois que tu as levé tes conditions, on va te maqueter ton projet, pareil, toujours dans un tempo assez intéressant. Petite semaine, on va te l'avoir monté en 3D. Après, on va te faire un cahier des charges. Donc, on va vraiment t'expliquer tout ce qu'on va faire.
Et ensuite, une fois qu'on a commencé le travail, toutes les 2 semaines en moyenne, tu as une ou plusieurs photos, une sorte de Hmm. reportage photo. On te suit, on te dit la vérité. Si on a un problème, on ne cache jamais les problèmes à nos clients. Le bâtiment, c'est forcément source de problèmes. Mhm. Et finalement, ben, en suivant tous nos process, comme je te l'ai dit, dans 95% des cas, ça se passe bien. Et les 5% restants, eh ben, on fait en sorte que ça se passe bien. On revoit notre Ouais. copie. Donc, effectivement, il y a une expérience qui joue là-dessus. Et puis, notre force, comme je te l'ai dit, hein, les process, tous les jours, on les travaille. Tous les jours, on se dit, mais mince, on fait mal cette chose, on va encore essayer d'aller plus Et loin. aujourd'hui, vous êtes, du coup, avec les artisans sur les chantiers, enfin tous les intervenants sur le chantier, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup sur ce secteur-là dont tu parlais tout à l'heure. Mais j'ai aussi vu que vous cherchiez à développer, j'ai vu Limoges notamment. Ouais, alors Euh, on a le 1er octobre un événement qui est soutenu par un groupe qui s'appelle IMO Grand Ouest Investissement, qu'on a lancé hein, sur les réseaux il y a plus de 6 mois, où on fait ce qu'on appelle la rencontre IMO du Grand Ouest. Là, on est à l'édition 4 et on aura effectivement une très très grosse surprise où, bon, je crois que je t'ai déjà vendu un peu la mèche, mais où effectivement, on se dit qu'il est dommage de ne pas être partout parce que quand on fait un client, il nous dit à chaque fois, ah, c'est dommage que vous ne soyez pas là, tu vois. Donc, ouais, je vois totalement. il me dit, mais vous n'allez pas bientôt ouvrir à Caen ou à Lille? Et tu dis, Ouais. bah, non, non, c'est pas dans les tuyaux tout de suite parce que on a passé beaucoup de temps à travailler notre process. Et je crois il y a un moment donné où on peut se sentir prêt dans la vie. On a passé 3 ans. Et moi, j'ai toujours fait d'abord pour moi avant de tester pour un client. Tu vois, la Love Room, je l'ai fait pour moi à la base parce que j'en étais convaincu. Dernièrement, j'ai acheté une chapelle pour faire une Love Room à Niort. Bah, avant de dire à mes clients, achetez tous des chapelles, je vais d'abord en faire une. Et finalement, pendant 3 ans, on a bossé le process. Et là, on sent que 2023, c'est peut-être une année qui doit être différente pour nous et où finalement, demain, ben, quand le client nous dira, ah, mais je peux pas aller, vous n'êtes pas à Lille. Ben, si, pourquoi on n'est pas à Lille? Bien sûr, on est à Lille. Et vous n'êtes pas à Marseille. Et donc, effectivement, il y a des choses, encore une fois, dans les tuyaux. Mais on Ok. y va à chaque fois, step by step. On ne veut pas griller des étapes et après décevoir. En fait, vraiment, le leitmotiv, c'est de ne pas décevoir le client. Parce que si tu oublies pourquoi tu fais les choses, ben, un jour ou l'autre, tu vas te le reprendre. Tu vas avoir un effet boomerang. Donc Hmm. voilà, pour l'instant, on a développé ça. On continue à développer notre opérationnel, notre qualité. Et pour l'instant, tout va bien, Bon, quoi. il y a des choses dans les tuyaux en tout cas, C'est et ça. il y a des choses qui vont être dévoilées incessamment sous peu. Du coup, bah, ça me permet de rebondir sur le fait qu'il y a un événement. Tu as parlé d'un événement, est-ce que tu veux peut-être nous en parler un peu plus Complètement. Alors, je crois quand il y a invité, je ne sais pas si tu es là. Il me semble que Ouais, tu. ouais, je serai présent. Donc, ouais, ouais, c'est bien ce que je m'étais dit. Je me demandais, l'événement, c'est le 1er octobre, c'est à Rennes. Alors, on en a fait, c'est la rencontre IMO 4. La première, on l'a fait à Saint-Brieuc, la deuxième, on l'a fait au Mans, la troisième, on l'a fait à Rennes. Et étant donné qu'on est quand même pour l'instant un groupe du Grand Ouest, Rennes, c'est vraiment à la croisée des chemins pour les Brestois, pour les Vantais, pour les Nantais, pour les Lillois, parce qu'on a aussi des gens de Lille qui sont venus, et puis pour les Parisiens. Je crois que Montparnasse, Rennes, tu es à 1h30 avec la LGV aujourd'hui. Hmm. Donc, c'est effectivement la rencontre IMO 4. On fait venir 6 intervenants. Donc, je vais essayer de tous les citer sans écorcher personne. Mais on a Laurent Boutillier qui va venir nous parler finalement de la location de courte durée. On a Junior qui va aussi nous parler d'immobilier. On a Caroline Artaud qui est relativement connue sur les réseaux, qui vient quand même du sud de la France, hein, donc de la, Hmm. la zone Cannes, qui vient nous parler du marchandage de biens. On a également William Costa qui va nous parler également. On a Nicolas qui est un de nos cofondateurs qui va venir nous parler de l'entreprise Mathieu de Rente. Et j'ai oublié quelqu'un, Geoffrey, pardon. Geoffroy, parce que je le dis à chaque fois mal et il me reprend, qui va nous parler de la colocation. Tout cet événement-là, c'est gratuit. On demande d'arriver à 18h à la salle. On le retrouve sur Facebook, hein. À l'heure où je te parle, il y a 261 participants. C'est totalement gratuit. Ils viennent gratuitement donner de leur temps. La dernière fois, Laurent a été acclamé. Laurent Boutillier, il a une énergie qui est dingue. Et les autres aussi, hein. Geoffrey, il a participé dernièrement à un congrès à Angers où il a une énergie folle aussi. Enfin voilà, tous ces gens viennent te parler finalement.
C'est totalement gratuit. Tu as quelques petites collations qui te sont fournies. Ça dure à chaque fois 1 heure, les interventions. Donc, tu as vraiment 3 heures d'intervention. Et puis, au milieu, on fait une pause de 30 minutes où ça permet de discuter. Et là, tu as vraiment de tous les horizons, hein. On a bien sûr des partenaires. Je vais saluer Chasseurs de Renta quand même. Je vais saluer Rentimo. On a Justin Toit qui est une conciergerie. On a Foncia. On a NEC qui est un club d'investisseurs. J'en oublie d'autres, je suis désolé, mais il y en a tellement. Et puis ensuite, derrière, tu as des agents immobiliers du cru, mais comme je te disais, des investisseurs. On a eu Charles Lenoble qui est assez connu dans le nord de la France, François Bourgoin qui est intervenu, qui est un super marchand de biens. On a Nicolas Investisseur qui fait de la formation sur Internet, qui investit beaucoup à Brest. Et tous ces gens-là viennent gratuitement pour finalement bien simplement échanger dessus. Et tu as du plus jeune de 18 ans à 60 ans qui ont finalement quelques passions que sont l'immobilier, l'investissement et l'investissement aussi à plus grande échelle, hein, pas que sur l'immobilier. Donc ça parle crypto, tu n'as pas peur de parler d'argent, parce qu'en France, c'est hyper mal vu, hein, de parler d'argent. C'est Ouais, même, c'est un peu tabou. ouais, c'est dégueulasse. Vous gagnez trop d'argent, vous louez vos apparts et vous gagnez plein de sous. Donc finalement, tu te retrouves avec 300 personnes qui te comprennent. Et puis très concrètement, c'est là que tu prends des tuyaux. Ouais, c'est gargarisant, hein. C'est vraiment les meilleurs endroits. Complètement. Tu vois, un dernier séminaire, on parlait d'expérience client. C'est un tips vraiment ridicule, mais moi, je mettais jamais de couteau à huître en Bretagne. Et tu as un gars qui fait de la LCD qui dit, moi, j'en mets toujours un. Parce que les mecs qui viennent en Bretagne, ils veulent manger des huîtres. Et c'est vrai qu'en fait, le cliché breton que tu peux avoir, là, je parle de la Bretagne, mais tu as plein de petits détails. Et tu vois, le diable se cache dans les détails. L'expérience client pour ton locataire, c'est ça, des petits tips. Ça, je te le pique, ça. Je te pique cette idée. Voilà, Magnifique, ça. le air cover, si quelqu'un fume dans ton appartement, tu peux demander. Ça, c'est Laurent Boutillier, tu vois, qui nous en parle la dernière fois. Il a acheté un désenfumeur, je crois que c'est ça le terme. Il a même eu la sympathie de m'envoyer la référence. Et il me dit, moi, c'est interdit de fumer. Dès que quelqu'un fume, je me plains à Airbnb, mais c'est véridique, tu vois. Alors, il faut prendre des photos. Il passe un coup de désenfumage et finalement, c'est une prestation qui est payante. Donc ça, tu as plein de gens qui subissent ça. Et par contre, il faut s'équiper, tu vois. Des assurances pour la casse. On sait que le air cover peut participer, mais pas forcément sur tout. Lui, il m'a donné des tips là-dessus, tu vois. Des choses que tu ne sais pas forcément. Va voir un tel, tiens, il va te faire ça, etc. Et finalement, ça prouve bien que l'immobilier, ce n'est pas du tout un monde de requins. Ça, je le dis souvent quand je parle en public. Moi, quand je suis arrivé dans l'immobilier, on m'a dit, tu verras, il n'y a que des requins. Ça, c'est bien le premier avis des gens qui ne connaissent pas l'immobilier. Il n'y a que des requins, ils vont tous vouloir te plumer. Moi, je vois que des dauphins dans nos réunions, hein. C'est que des gens sympas. Tu as parfois forcément, tu feras des mauvaises rencontres dans ta vie, comme dans plein de Comme domaines. partout. Ouais. Mais ici, si tu as quelqu'un qui vient en public devant 300 personnes et qu'il ne se fait pas jeter des œufs ou des tomates, c'est qu'à un moment donné, tu peux à minima lui faire confiance. À l'heure des réseaux, ça remet encore une fois de l'humain au milieu de tout ça. Il y a un jeu concours, il y a plein de trucs. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mais tu vas sur Facebook, les rencontres IMO du Grand Ouest. Ouais, j'ai repris la référence du coup pour pouvoir donner tout ça. Donc c'est soirée à Rennes, samedi 1er octobre 2022 de 18h à 23h30. Et le nom pour que tu puisses retrouver tout ça sur Facebook, c'est les rencontres IMO du Grand Ouest, hashtag 4 hein, pour le numéro 4. Effectivement, ouais, il y a plus de 370 personnes intéressées, il y a plus de 250 personnes enregistrées. Ça va être chouette, ça va être un beau truc. On l'espère vraiment. C'est gratuit et ça le restera. Et ça, c'est une promesse. Ça sera toujours gratuit. On considère que le savoir, tu n'as pas forcément à le payer. Merci Mathieu pour ça. J'avais deux petites questions pour terminer sur ce que vous faites et sur votre zone de génie, comme j'aime bien l'appeler. Est-ce que typiquement l'investisseur qui veut bosser avec vous, il peut arriver et dire écoutez, moi j'ai écouté Chronique Immo ou j'ai entendu parler de vous, peu importe, sur les réseaux, etc. Mais par contre, j'ai déjà trouvé le bien. Est-ce que lui, il peut vous imposer le bien, dans le sens où il a déjà signé son compromis, par exemple Oui, complètement. Il y a vraiment plusieurs chemins pour travailler ensemble.
Nous, on peut trouver le bien et on partage avec des partenaires, mais on a des clients, hein. Moi, j'ai un client, il s'appelle Mathieu, il se reconnaîtra. Il y a pas mal de Mathieu en ce moment. C'est notre génération, Mathieu, hein. C'est vrai. Il y a beaucoup de Mathieu là. On a C'est encore clair. 5 ans. On a encore 5 ans et après, on sera plus à la mode. J'ai un Mathieu, je pense que je suis sa routine tous les matins et sincèrement, il m'a trouvé des projets qu'il n'a pas achetés, hein. Tous les matins, il m'envoie vers 6h30 à peu près ou 7h. Là, moins en ce moment parce que ça y est, il vient de se positionner sur un immeuble, donc il cherche moins. Il avait déjà acheté 2 apparts, hein. Et tous les matins, il m'envoyait des biens. Et il me disait, est-ce que tu peux aller le voir? Parce que lui est à Paris. Et on lui a visité, je pense, une bonne dizaine de biens. Et sincèrement, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont partis sur le global, et dont un pour lui, mais tous les autres sont partis dans le réseau, en fait. Tu vois? Donc, ouais, complètement. J'ai des clients qui ont déjà le bien, c'est des biens en succession. Donc, complètement, on n'a pas, nous, on n'a pas de cible d'appartement, si ce n'est qu'il est à rénover, d'en faire quelque chose de Ouais, joli. ouais. Non, je te pose la question parce que des fois on peut être un petit peu trompé. Par exemple, tu vois comment t'expliquer ça? Tu vois le business des constructeurs de maisons individuelles que je connais bien, par exemple, tu peux aller les solliciter, tu arrives les mains dans les poches, t'as pas de terrain, Ouais. et ils te disent bah ouais, bah, on va vous trouver le terrain parce qu'ils sont maqués avec toutes les agences du coin et Mm. ils ont le terrain, et derrière ils te vendent les travaux. Enfin, ils Mm. te vendent le contrat le CCMI. Et donc du coup voilà, l'idée c'était de savoir, et souvent d'ailleurs pour ceux qui sont maqués avec toutes les agences, ils aiment pas trop que tu viennes avec ton terrain. Parce que Oui. bon, bah, voilà, il y a tout à... Mm. On va pas rentrer Non. dans ce détail-là, mais voilà, c'était la question. Mm. À mon avis, c'est hyper important pour l'investisseur néophyte de savoir ça. Et Complètement. pour terminer, dernière question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes ouvert à tous les budgets ou est-ce qu'il y a un budget minimum pour passer par vos services? Non, non, on est ouvert à tout budget, hein. Nous, notre panier moyen chez nous est à peu près de l'ordre de 50 000 euros, mais on rénove des petits studios entre 15 et 20 000 euros. Là, on en fait un sur Nantes actuellement, jusqu'à le plus gros, c'est pour l'instant 1 070 000 euros de travaux sur un énorme What? projet à New York, quoi. Ouais, c'est le record. C'est le record. Il est tout neuf, hein. Petit à petit, on bat des records, mais celui-là, il est plutôt cool. Après, il y a 800 mètres carrés rénovés. C'est un gros, gros truc avec une piscine. Enfin, bon, c'est démentiel, quoi. Ok, bon, bah, le message est bien passé. Donc du coup, tu peux venir avec un petit studio pour faire chiffrer ça, ou tu peux même venir avec un immeuble ou même plusieurs lots. Enfin, tu fais comme tu veux. Complètement. Ok, pas de souci. On va passer, si tu le veux bien, à la série. Enfin, c'est un petit jeu, c'est le petit jeu des 10 mini-questions. Bon, tu vas voir, normalement, c'est largement dans tes cordes. Et il n'y a pas de bonne réponse, c'est ça que je veux dire avant de commencer. C'est juste pour savoir, toi, ton point de vue, avec toute ton expérience, voir comment toi tu réponds à tout ça. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Alors, let's go. Épargner ou investir? Investir. Patrimonial ou rentable? Les deux. Je suis obligé Ah, de dire les deux. wow. Après, C'était ton seul joker, hein. ok, ok, parfait. Je suis sûr qu'on peut avoir du patrimonial et rentable. C'est pour ça que je ne veux pas choisir entre les deux. Non, mais t'as raison. Dans l'absolu, souvent, ce que j'aime bien dire aux gens qui me disent ouais, mais au final, je fais que 8-9%, je leur dis mais attends, tu fais 8-9%, mais est-ce que tu as calculé, une fois que tu as payé la banque, est-ce que tu as calculé l'argent que tu mets de côté tous les mois? Parce que quand tu rembourses ton crédit, il y a une partie, c'est le coût du crédit, mais les 200-300 € que tu rembourses de capital, c'est comme si tu mettais de l'argent de côté en fait à la banque. Ça, c'est de la rentabilité aussi. Non, mais complètement, complètement, je suis d'accord avec toi. Yes, on continue. Bourse ou IMO? Alors, je fais beaucoup plus d'IMO que de la bourse, mais je fais les deux. Mais IMO, Ok. Ok, ok. Quand tu dis bourse, du coup, tu parles de bourse sur les marchés je classiques ou crypto? J'ai cru comprendre que tu étais crypto un peu. fais tout. J'ai un gros PEA, j'ai un compte titre pour principalement pour les deux, enfin, pas pour les actions américaines. Et puis, je me suis lancé hyper tard dans la crypto. J'ai mis une somme. J'avais fait une belle plus-value. Là, je suis retombé à ma somme, mais Ouais. je la laisse. Je considère que je l'ai perdu. Les cryptos, j'ai pas trop le temps. Je suis rentré. J'ai un peu de la DCA dessus. Ah ouais. Voilà, je fais pas. J'y fais vraiment pas attention. Je le vois vraiment comme une épargne, comme quasiment une assurance vie que j'aurais peut-être perdu pour toujours, quoi. Tu vois. Ah ouais, je vois complètement. Ouais. C'est un peu l'hiver là pour la crypto au moment où on enregistre. Donc, Bon, oui, oui, pour l'instant, oui. Ouais. ok, yes. Donc se lancer en direct ou se former avant?
bah, se former avant et et se lancer direct après la formation, tu vois. Ah ok, pas de rétention, on y va direct. Ben, c'est ça. Si c'est pour se former, rester sur le quai de la gare toute sa vie, ça sert à rien de se former. Et se lancer direct, ça peut quand même être un peu dangereux, je pense, quand on parle avec pas mal d'argent. C'est peut-être un risque quand même que je prendrais pas. Ouais. Monopropriété ou copropriété? Monopropriété, évidemment, mais j'ai aussi des biens en copropriété parce que j'en fais pas, encore une fois, une obligation. Acheter en direct ou acheter avec un agent? Ah, ça va paraître fou, mais acheter avec un agent, parce que je considère vraiment que c'est un partenaire et pas du tout un coût. Ouais. Non, non, ça paraît pas fou du tout. Je crois que je l'ai déjà partagé au moins 4 fois dans les épisodes, mais Hein. moi j'ai acheté mon premier. J'ai fait ma première opération il y a 10 ans et j'ai acheté en direct. Mhm. Catastrophique, la catastrophique. Alors bon, au final, je m'en suis hyper bien tiré, je suis tombé sur mes pattes tel un chat, mais en réalité, si j'avais eu un agent, ben, j'aurais pu déléguer une grosse partie, en tout cas, de la responsabilité et des délais à faire tenir Ouais, à mon vendeur. Enfin, vraiment, c'était catastrophique. Et puis, ce qui est difficile dans cette relation acheteur-vendeur, c'est que s'il n'y a pas d'intermédiaire professionnel, donc il y a une carte professionnelle, Mhm. bah, du coup, si votre vendeur il a plus de savoir que vous et qu'il manipule mieux les ficelles des lois, des règles, des délais, etc., bah, il va vous faire tourner en rond en fait. c'est ça. Chacun son notaire ou un notaire pour deux? Chacun son notaire. Je crois que j'ai jamais personne qui va dire un notaire Alors, pour deux. si, moi je vous conseille mon notaire parce que Ah, ok. le seul notaire que parfois vu que je fais de l'achat-revente, parfois voilà, j'ai des gens qui me disent moi je veux pas m'embêter donc je le mets. Et c'est le seul qui des fois défend aussi la partie et me dit non, Monsieur Ginette, on peut pas faire comme ça. Donc Ok. les nouveaux notaires sont quand même, je vais pas dire qu'ils étaient filous, mais les nouveaux notaires sont quand même très très sérieux. Et donc si tu as le même Ouais. notaire, logiquement, ça n'existe pas un notaire filou, quoi, tu vois. C'est quand même une profession de droit. Donc, mais Ouais, ouais, ouais. chacun son notaire parce que, comme tu le disais juste avant, l'agent peut parfois faire le médiateur et peut parfois des fois se mettre d'un côté ou de l'autre, l'agent immobilier. Et ben, le notaire peut aussi, à un moment donné, défendre tes intérêts et dire non, on va pas faire comme ça parce que ça va pas dans le sens de mon client. Et si tu as le même, bah, tu as un risque de conflit d'intérêt qui peut être compliqué s'il le gère mal, quoi. Pour continuer, jamais d'apport ou toujours de l'apport? C'est une bonne question parce que la période est très compliquée. Moi, je dirais que maintenant, il faut toujours de l'apport pour pouvoir aller faire financer. Et j'aime cet immobilier qu'on faisait il y a 15 ans, que je n'ai pas pratiqué, hein, mais où tu avais toujours un peu d'apport, tu sais, à mettre. Je trouve que ça te permet vraiment de t'investir dans le projet quand tu as mis un peu de billes. Hmm. Du 110%, ça peut fausser les choses. Mais c'est vraiment personnel. Ok. Banque en direct ou courtier? Banque en direct, j'ai deux établissements. Ok. Banque en direct. Les services du courtier, c'est pas quelque chose que tu. Si quand tu investis loin, enfin disons à plus de 3 heures de route, je dirais, 2-3 heures, ton banquier de toute manière n'aura pas forcément la délégation, il va pas connaître le Ça secteur, il va va. mal te représenter. Moi, c'est différent. J'ai un banquier que j'adore. S'il m'écoute, Pierre, vous êtes l'un des meilleurs banquiers que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc, je marche bien avec lui. Mais par contre, pour un investisseur qui habite Paris, qui investit dans le Grand Ouest, je le conseillerais de passer par un courtier qui généralement aura ses petites portes d'entrée dans les banques que tu n'auras jamais. Ça marche. Bah, merci. Et pour terminer, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview? Non, non, je pense que on essaye à chaque fois d'être le plus franc possible. Sincèrement, je crois que j'ai été le plus Ouais, honnête possible. ça s'est ressenti. Merci pour ça, Mathieu. Comme en chaque fin d'épisode, on va répondre à la question d'un auditeur et après on va écouter la reco de l'invité. La question d'un auditeur qu'on a reçue sur l'Insta de Chronique Imo Podcast qui nous demande. Alors, c'est une suite de chiffres donc je n'ai pas le nom. Désolé, cher auditeur. D'accord. Un client qui demande c'est mon troisième investissement et je commence à me poser la question de mettre des clims réversibles. Quel est ton avis? Alors, il me pose la question à moi. J'ai déjà répondu en toute transparence, j'ai déjà répondu à l'écrit, mais l'idée c'est de partager aussi avec tous les autres auditeurs. Et je voulais du coup te transférer la question, Mathieu. Qu'est-ce que tu en penses toi, en tant que pro de la Renault? Alors, je suis breton. Alors, la clim réversible,
J'en ai jamais Ah ouais. vu chez moi. D'accord? Mais on sort d'une période très particulière et notamment au niveau de la météo, parce qu'on a eu 3 ou 4 épisodes de canicule. Donc, je pense que ça se développera. Maintenant, dans de l'investissement locatif, je dirais, si j'analysais, j'achète quelque chose. Alors, forcément, j'ai le cliché dans le sud de la France, il fait beau, machin. Si j'achetais quelque chose dans le sud, en fonction de comment je le loue, je la mettrais. Évidemment, en location de courte durée, je la mettrais parce que voilà, tu n'as pas le choix. Mais par contre, je mettrais un système de domotique pour pouvoir le piloter. Hors de question qui me clime pendant 24 heures sur 24 parce que je pense que la consommation, ça doit être un peu dingue. Aujourd'hui, avec des systèmes domotiques, tu peux, avec des thermostats à distance, tu peux soit bloquer, soit régler, soit même interagir directement si le locataire n'a pas la chose. En location de courte durée, tu sais, aujourd'hui, tu as des détecteurs de bruit qui vont automatiquement envoyer un message à ton locataire. Tu as des serrures connectées. Aujourd'hui, la domotique, alors la domotique la plus connue, c'est Google Home et Alexa. Hein. Moi, j'ai Alexa dans le bureau. Alexa éteint la lumière, elle va éteindre la lumière. Euh, donc, après, tu as des solutions avec des gens comme Deltador, etc., où tu peux, via une application, connecter Ok. ton thermostat. Et je n'ai pas assez de connaissances dans la clim parce que là, c'est une question très précise. Mais je pense qu'étant donné que tu as un thermostat, tu peux le régler à distance avec via une box et Deltador a l'avantage de ne pas être avec un abonnement. Donc, c'est totalement gratuit une fois que c'est installé. Waouh, bah super, bah merci pour le tips. Et donc du coup, ouais, tu dis, pour répondre en synthèse, tu dirais que ça dépend géographiquement parlant où est-ce que se trouve le bien, quoi. Alors, ouais, si c'est vraiment un endroit tempéré, enfin, tempéré en Bretagne, et disons dans tout le nord de la France, jusqu'au milieu, au centre de la France, je pense que la réversible, c'est pas la bonne solution, que ce soit en chauffage ou en clim, parce que ça consomme beaucoup. Donc, généralement, nous, on part plutôt sur des solutions de radiateurs électriques, parce que l'avantage, c'est que tu peux les changer communément. Si tu as une ou deux échangeurs thermiques, si ça tombe en panne, ça coûte assez cher au remplacement. Et donc, finalement, je le réserverais vraiment sur il y a des choses très spécifiques où vraiment, bah oui, dans le sud, j'imagine que quand il fait 45 degrés pendant 6 mois de l'année, là, à un moment donné, tu n'as peut-être plus le choix pour le confort minimum de Ah tes ouais, carrément. locataires, par contre. Ok. Bah, merci pour ta réponse et merci à toi, cher auditeur. J'espère que ça te conviendra aussi de l'entendre répondu comme ça. Euh, Passons à la reco de l'invité. Donc tu vois Mathieu, à chaque fin d'épisode, je demande à mon invité s'il le souhaite de nous partager, je sais pas, n'importe quoi, un livre, un outil, une activité, n'importe quoi, un truc qui te fait vibrer. Ça peut être en corrélation avec l'épisode du jour ou ça peut être complètement autre chose. Donc si tu as envie de nous partager quelque chose, n'hésite pas. Ouais, moi, je vais alors, ça m'est totalement personnel. Je vais te recommander forcément le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est forcément un livre qu'il faut lire et qu'il faut déchiffrer et s'assimiler à une expérience éventuellement personnelle. Une série, moi j'ai regardé WeWork dernièrement, que j'ai trouvé juste dingue, avec Paul Newman qui a créé WeWork. Enfin, c'est WeCrash, pardon, le nom de la série. C'est sur Apple. C'est un gars qui a créé la plus grosse franchise, la plus grosse boîte de coworking dans le monde, qui a été valorisée 47 milliards de dollars au plus haut. Bon, ça se finit mal. Ça se finit Si je mal dis pour pas de lui. bêtises, il est en train de monter une nouvelle boîte sur la Ouais, location de courte durée. Je dis pas de bêtises. c'est ça exactement aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant des parcours d'entrepreneurs. Après voilà, il faut faire son chemin, s'inspirer de bonnes personnes, trouver un mentor. Voilà, lire des livres, c'est mieux que d'être sur les réseaux sociaux. Regarder, je sais pas, Bernard Tapie, tu vois, Bernard Tapie, Sarkozy. Alors sans parler de la politique, mais de l'homme que ça peut être. C'est une personne qui, même si tu as tort, à la fin, tu lui donneras raison, même s'il a tort, en fait, tu vois. Il est tellement convaincu que donc finalement, s'inspirer de gens en qui tu te reconnais et puis participer à des séminaires, que ce soit gratuit ou quand ça coûte 50, 100 euros, au lieu d'aller peut-être au restaurant le samedi. Alors ça va pas faire rêver beaucoup de gens, mais aller dans des séminaires, dans des rencontres IMO, il y en a plein, hein, des petits apéros IMO, ça se fait partout en France maintenant. Et tu verras que pour conclure, les 5 personnes qui t'entourent, c'est vraiment la moyenne que tu seras. Et finalement, bah, des fois, il faut changer de paradigme un peu et de se dire, je vais aller voir des gens que je ne connais pas, je vais m'inspirer d'autres et d'évacuer les toxiques, quoi. Ça me parle énormément ce que tu viens de partager. Franchement,
C'est clair que, tu vois, j'ai jamais fait le ratio, mais ça serait intéressant qu'un jour vraiment je prenne le temps de regarder combien d'argent j'ai dépensé en séminaire, en livres, tu vois, je sais pas, en café, passer avec des entrepreneurs à essayer de décrypter leur modèle et de comprendre comment leur cerveau fonctionne. Tu vois, il faudrait que je mette ça en face de combien ça m'a fait gagner d'argent. Je suis quasiment sûr, sans faire le calcul, d'être en positif. C'est sûr. Je pense aussi, ouais. Mathieu, merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage. C'est avec grand plaisir que j'ai échangé avec toi, c'était très sympa.